Simon Bentolila, Illuminatine, c'est votre premier roman. Son titre fait évidemment immédiatement penser à Illuminati, et il n'est pas sans rapport avec Illuminati, mais Illuminatine, c'est autre chose. Votre narrateur, trentenaire, a l'intention d'écrire un roman sur le complotisme. Je me suis demandé pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là, le complotisme. Eh bien, c'est une question qui m'obsède maintenant depuis pas mal d'années et sur laquelle voilà, j'ai investigué, et notamment sur un plan humain. Et une question que j'ai voulu comprendre, voilà, et j'ai pris le parti de l'écriture, de la fiction, pour exprimer cela, et de l'absurde également, pour moi-même comprendre ce phénomène. Et vous l'avez compris ? Non, pas du tout. Alors, évidemment, les choses sont encore plus compliquées puisque votre narrateur est névrosé et paranoïaque. Il a ce que vous appelez un diable personnel. Qu'est-ce que c'est un diable personnel ? Alors, les psychotiques paranoïaques, souvent, ont leur imagerie et voire leur mystique, voire leur langage, comme je pense au névrotique Daniel Preuss-Schreiber, étudié par Freud, qui avait un dieu inférieur, un dieu supérieur. Là, le diable personnel, c'est un système de persécution en fait, qui poursuit ce narrateur et qui s'oppose donc au diable collectif, mais qui... Mais il se bat contre ce diable personnel, hein. Il essaye de le repousser, parfois il l'apprivoise un tout petit peu, enfin il y a un rapport assez intime avec ce diable personnel. Oui, tout à fait, oui, complètement. Alors vous le disiez, ce diable personnel est opposé à un diable collectif. Diable collectif, c'est le nom du fichier que votre narrateur ouvre dans son ordinateur et dans lequel il a inscrit le nom de son ami Pierre, dont l'une des premières phrases dans le roman est « Les événements officiels sont voués à nous détourner de réalités plus graves ». Le décor est planté. Alors oui, le diable personnel, donc c'est le diable qui concerne le paranoïaque, et le diable collectif, celui du complotisme. Donc, entre les deux, il n'y a qu'un pas. Le diable collectif, donc c'est un système global de persécution en fait, qui concerne souvent, ça en va, un complot judéo-maçonnique par exemple, voilà. Quant à la phrase, les réalités officielles sont vouées à nous détourner de réalités plus graves. C'est dans le Linky-Pit, il me semble, du roman. En fait, ça fait partie de la rhétorique complotiste, comme d'autres formes de rhétorique, comme par exemple l'inversement de la charge de la preuve, ou encore le millefeuille argumentatif qui revient à submerger son contradicteur d'arguments auxquels il n'aura ni l'énergie sur le moment, ni le temps de répondre. Voilà. Et puis après, il y a les attitudes également que j'ai pu observer chez des personnes en fait, que j'ai pu côtoyer, fréquenter de près, pour m'en être inspiré, en fait. C'est ça. Alors, après avoir lu votre roman, j'ai fait une toute petite recherche autour du complotisme et j'ai découvert que 79% d'entre nous croient à au moins une théorie du complot. Ça explique aussi pourquoi certains de vos personnages tombent dans le piège, finalement. Parce que dans votre roman, il y a une galerie de personnages assez impressionnante. Je pense à Jeff le mytho, qui rend les gens accros à lui comme à une came, Esther, son frère Gustavo, Marc-Aurèle Lafrance, Xavier, ancien collègue du narrateur, Octave le serveur, Jean-Paul Macaron, ancien présentateur de télé reconverti à la politique, et quelques autres. Comment vous les avez construits, ces personnages ? La plupart sont frustrés, d'ailleurs. Oui, alors c'est bien aussi que vous citiez des personnages qui sont non complotistes, comme Jeff, par exemple, ou ces intellectuels dont vous parlez, qui sont un peu... Ils y sont confrontés. Ils y sont confrontés, ils sont attaqués parfois, comme ce personnage qui en pleine conférence, se fait alpaguer par des complotistes qui pensent que lui et un chanteur sont une seule et même personne. La preuve, on ne les a jamais vus dans une même pièce. Donc là, bon, c'est le côté absurde de la chose. Mais comment je les ai construits, ces personnages, en édulcorant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la réalité de certaines personnes qui sont... Voilà, qui me les ont inspirés, en tout cas. Sinon, on n'aurait pas pu y croire. Ouais. Oui. Après, bon, quant à la frontière entre ce qui est du complotisme ou ce qui est de la paranoïa, elle est ténue, comme vous avez pu le constater, sûrement. Oui, absolument. Alors, votre roman pose évidemment des questions essentielles qui traversent la société d'aujourd'hui. Qu'en est-il du réel ? Est-ce qu'on a encore le droit au réel aujourd'hui ?
La culture, la revendication violente, la culture de la revendication violente par rapport à la culture de la revendication non violente, est-ce que ça devient un droit aujourd'hui? Alors les sujets sont traités avec humour, et comme le veut l'adage, l'humour c'est souvent la politesse du désespoir. Oui. Ouais. Alors oui, en effet, il y a des personnages qui ont recours à la revendication violente, voire à l'appel à l'insurrection, qu'ils soient complotistes ou non. Hein. Il y a aussi enfin, certains sont... Mais en tout cas, oui, parfois c'est légitime, hein, je veux dire, dans cette histoire, mais en tout cas... ça montre qu'il y a une concrétisation violente à ces délires paranoïaques. C'est pas juste dans la tête des gens, c'est pas juste un moyen de communication, ça se concrétise par des actes violents, voire par des crimes. Oui. Mais la question philosophique se pose dans la société d'aujourd'hui. Hein. J'entends ça, moi, régulièrement sur les chaînes d'infos en continu. Est-ce que la violence se justifie? Et je trouve que le roman met bien le doigt sur cette question-là. Oui, oui, c'est sûr que oui. Par exemple, pendant mai 68, ou chez certains syndicats de travailleurs aux États-Unis, l'usage de la violence a pu être légitimé de manière... et voilà. Mais c'est vrai que ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est surtout cette violence-là chez ces personnes paranoïaques interconnectées quelque part, en fait, hein, on voit cette vieille qui se fait... Enfin, bon, j'en dirai pas plus, mais... Il ne faut pas tout divulgacher, comme on dit en bon québécois. Il y a aussi en filigrane dans ce roman, et j'ai beaucoup aimé ça, une vraie réflexion sur le métier d'écrire et ses difficultés. Oui, alors là, vous faites référence au livre dans le livre, à la mise en abîme. Puisque j'ai commencé par dire que votre narrateur essayait d'écrire un roman. Oui, c'est ça. Oui. Va-t-il réussir? Ça, on verra. Donc des questions, oui, qui traversent aussi l'écriture de ce livre, comme par exemple, doit-on rendre compte aux personnages qui ont inspiré les personnages du roman, aux personnes, pardon, qui ont inspiré les personnages du roman, ou alors comment est-ce qu'on doit forcément avoir éprouvé les choses, vécu les choses sur lesquelles on écrit, voilà, c'est ça, des questions vraiment qui traversent. Je peux en citer d'autres qui le turlupinent, ce personnage un peu Alors torturé. voilà qui va nous permettre d'expliquer le titre, parce que effectivement, votre narrateur se demande s'il doit essayer l'illuminatine. Allez, ça on va divulgacher, qui est une drogue. Oui, mais qui a des effets très particuliers. Oui, qui a des effets très particuliers. Alors, il y a notamment une molécule dedans qui s'appelle la phylactine, qui... voilà, il y a d'autres composantes dedans, mais elle donc permet de voir la vérité cachée derrière les événements officiels. Enfin, c'est du moins ce que croient les consommateurs, les drogués. La vérité prétendument cachée. Prétendument cachée, oui, c'est ça. Voir la totalité de l'iceberg, c'est ça. Donc aucune intrigue de cours ne lui résiste. Et surtout, en fait, voilà, aucune intrigue ne lui résiste. Et donc elle se répand sur la société. Ça devient un cas qui est pris à cœur par les politiques. Certains veulent la légaliser, voient une opportunité là-dedans, en flattant également l'imaginaire complotiste dans l'histoire. Illuminatine, c'est le titre de votre premier roman, Simon Bentolila. Honnêtement, on se fait attraper dès le départ, on va jusqu'au bout avec un plaisir certain. Et comme toute bonne littérature, elle met un peu en danger le lecteur qui est obligé de s'interroger lui-même sur son rapport aux théories du complot. Merci beaucoup. Merci.